est-ce que l'onde carrée, ce serait pas un mythe aussi? Quand on compose de la musique, encore plus qu'on travaille directement avec des synthétiseurs, on peut choisir des formes d'ondes. Un signal sinusoïdal, signal très très pur, en dents de scie, onde carrée. Cela nous permet d'obtenir des sons différents nous rappelant plus ou moins divers instruments. C'est utilisé depuis extrêmement longtemps en musique électronique. Donc qu'est-ce qu'il vient nous raconter en disant que ça n'existe pas? Pourtant non. Ça n'existe pas. Bon, ok, j'arrête. Qu'est-ce qui se passe avec ce signal lorsqu'il est envoyé au haut-parleur? C'est une information de puissance qui va être transformée en signal électrique, va faire agir une bobine et une force électromagnétique pour faire bouger la membrane du haut-parleur et déplacer un volume d'air. Bref, signal, membrane, bouger. Là, normalement, il y a un truc qui fait « Ah merde !» Non, toujours pas? Si les valeurs négatives en bas correspondent au moment où le signal est reculé et les valeurs positives où il est le plus avancé, on peut donc assimiler ça à un déplacement. Toujours pas? Mais ouais, je vous avais vu où qu'on peut se téléporter? Cela voudrait dire que la membrane s'est déplacée en un temps infiniment court. Un demi de mv carré, énergie cinétique, trou dans la réalité. Bah oui. Bon, je vous rassure, vous n'êtes pas à deux doigts de faire exploser le quartier à chaque fois que vous lancez Pokémon sur votre Game Boy. Ce signal, il est filtré. Pas filtré volontairement, mais filtré par les limitations physiques même de l'enceinte. On va demander à l'enceinte de bouger extrêmement rapidement, et l'enceinte ne va simplement pas en être capable. On peut dire qu'il y a une courte transition qui représente la capacité maximum de l'enceinte à passer de l'état reculé à avancer. Ces calculs nous donneraient aussi la limitation de l'enceinte sur les fréquences qu'elle peut reproduire. Pourquoi pensez-vous que les enceintes sont souvent équipées de deux membranes? Une petite pour les aigus et une grosse pour les graves. Les aigus vont demander de pouvoir bouger très rapidement. Et pour ne pas avoir une énergie folle à mettre dans ces membranes, il faut qu'elles soient petites pour qu'il y ait peu de masse à déplacer. A l'inverse, pour avoir des basses puissantes, il faut justement avoir de la masse à déplacer. Cela crée des déséquilibres dans le spectre. Ce que nous voyons dans ce signal carré, c'est ce qu'on appelle une discontinuité. En réalité, cette onde carrée peut se décrire comme une sinusoïdale classique représentant la fréquence fondamentale que l'on veut jouer, et une suite d'harmoniques qui composent son timbre, sa richesse harmonique. On pourrait presque dire que une note jouée avec des signaux carrés correspond en fait à plusieurs notes. Et si l'on regarde les choses de manière fréquentielle cette fois, dans le cadre d'un signal carré, contient des fréquences jusqu'à l'infini. Mais dû aux limitations physiques de notre matériel, les fréquences hautes vont être filtrées. Cette logique est vraie pour tous les autres signaux. Les signaux triangulaires et en dents de scie comportent les mêmes discontinuités, avec les mêmes conséquences. Très bien, qu'est-ce qu'on en fout des discontinuités? On peut aussi raisonner à l'inverse. Il est possible de créer une onde carrée avec seulement des sinus purs en entrée. Si un signal carré peut se décomposer en une suite infinie de sinusoïdes, une suite infinie de sinusoïdes peut composer un signal carré. Bon, ça sert à rien par contre. Alors là je vous parle de musique, mais cette différence entre théorie et pratique a un énorme impact dans la réalité. Vous savez tous que notre beau monde numérique est contrôlé justement par des signaux essentiellement carrés. Et les composants eux-mêmes, lorsqu'ils passent de 0 à 5 volts, ont ce qu'on appelle un temps de montée. Rien, et absolument rien, dans ce bas monde n'est immédiat.